Sans plus tarder, on commence la conférence. Est-ce que vous voulez qu'on baisse les micros? Oui, je fais. Juste pour vous faire une courte histoire de ce qui s'est passé les dernières années, en voyant ici, vous voyez l'émission Tout le monde en parle, il y avait la ministre de l'Énergie de l'époque, Nathalie Normando, qui affirmait non que pour préserver le système de santé et d'éducation, il fallait faire du cash, et que pour faire du cash, on avait besoin d'exploiter le gaz de schiste. Quelques semaines plus tard, c'était le premier ministre Jean Charest. À cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de grognes populaires, les groupes citoyens s'organisaient, et le juge est bon de se présenter à Tout le monde en parle pour discuter encore la question du gaz de schiste. Je ne sais pas si tout le monde est bien là. On va peut-être continuer un peu. Marc, on voit. Marc, 3 minutes 40. On ne voit pas pantoute. Dans son allocution. On ne voit pas pantoute. Je suis hors jeu. En tout cas. On a besoin de. On va faire une loi en pensant à une loi des hydrocarbures pour encadrer les hydrocarbures avec les standards les plus élevés au monde. C'est ce qu'il disait à 3 minutes 40. Ensuite, il disait à 5 minutes 50, on n'est pas des experts dans le gaz de schiste, le gouvernement ne connaît rien là-dessus. Et à 7 minutes, je cherche qui comprend, je ne sais pas, il dit c'est déjà encadré. Je dis il y a une loi de 100 000, mais c'est déjà encadré, n'inquiétez-vous pas. Et pour l'essentiel et pour l'avenir, cela sera amplement encadré. Ça, c'était les propos du premier ministre Charest à l'époque, qui était plutôt un fervent ou un promoteur de l'industrie. Quelques années plus tard, on se retrouve avec le premier ministre Couillard, qui était à cette époque-là à la COP21, à la réunion sur le climat à Paris, et qui disait qu'il tenait à faire savoir aux entreprises pétrolières qu'il n'a aucun enthousiasme pour les hydrocarbures et que l'avenir du Québec ne repose pas dans les hydrocarbures. Cet avenir repose d'abord dans les réserves d'eau douce du Québec, son hydroélectricité et la fabrication de voitures électriques. Des citations comme ça de nos hommes politiques, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Ça va dans tous les sens. Je vais préférer vous parler plus de faits, de choses un peu plus qui vont moins dans toutes les directions. Je vais juste vous signaler déjà que malgré ce que le premier ministre a dit par rapport à Anticosti, comme quoi il n'y aurait pas de forage, il n'y aurait pas de fracturation, eh bien on sait maintenant que ce printemps, ou cet été au plus tard, il y aura fracturation de certains puits sur l'île d'Anticosti. Parce que les certificats d'autorisation sont déjà accordés. Et il faut aussi voir que le ministre de l'Énergie, M. Arcan, et des Ressources naturelles, on le voit ici avec des personnes qui sont de l'Association pétrolière et gazière du Québec, dont M. Béniel ici, qui est le porte-parole et le président directeur général. Donc on voit que quand même, ils sont heureux d'être ensemble parce qu'ils savent déjà en 2015 que la loi sur les hydrocarbures, elle est écrite, elle s'en vient, et ça va permettre à l'industrie d'aller de l'avant dans un cadre réglementaire. Mais comme on va le voir plus loin, il y a un petit problème, c'est que les règlements, justement, on ne les a pas. On a la loi, mais on n'a pas les règlements. Un petit retour en arrière aussi, ça c'est une carte du Québec. Ici on a Montréal, on a Québec. Et en l'an 2000, on avait une partie du territoire qui était sous prospection gazière et pétrolière. Donc, on peut voir qu'ici, à Parisville, on était dans une entreprise ici qui était de couleur orange, qui est l'entreprise Terenex. Terenex, c'est l'ancien nom de la compagnie Kestra. D'ailleurs, on voit qu'en 2005, les mêmes permis-là d'exploration, qui sont de couleur orange, c'est Kestra Energy Corporation. Si maintenant j'avance encore, en 2016, il y a toute une partie du territoire de la vallée du Saint-Laurent qui est sous permis. Nous sommes ici. On est dans toute une rangée de permis d'exploration qui sont également de la compagnie. Maintenant, c'est Rexol.
qui a racheté une autre compagnie, Talisman, une compagnie canadienne, ça a été racheté par Exxon. Et si on regarde la grandeur du Québec, on voit la vallée du Saint-Laurent, on voit qu'il y a le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, un petit peu le Lac-Saint-Jean, Anticosti, on voit qu'il y a des permis d'exploration un peu partout au Québec, là où on est susceptible de retrouver du gaz ou du pétrole. D'ailleurs, ici, on voit la proportion pour chacune. On voit que la proportion de superficie pour les permis, c'est 27% pour la vallée du Saint-Laurent. Et pourquoi c'est là et non pas ailleurs? C'est parce que, comme on le voit sur la carte ici, toute la partie en orange ici, ce sont des vieilles roches très anciennes, de plus d'1 milliard d'années, qui ne contiennent pas d'hydrocarbures, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'organismes vivants. Donc, on retrouve ici la zone de l'Utica, où nous sommes. Donc, c'est la plateforme du Saint-Laurent, la couleur est bleue. Et ici, en jaune, un peu plus pâle, ce sont les Appalaches. Donc, on retrouve des permis dans la zone de l'Utica, sur Anticosti, qui est rattaché à la plateforme du Saint-Laurent, et également dans les Appalaches, en Gaspésie et Bas-Saint-Laurent. Si on regarde à Parisville, là, ici, vous voyez la MRC, donc Parisville se situe ici, entre Deschaillons et Fortiville, je l'apprends bien. Si maintenant on regarde la position des limites des municipalités, on les reconnaît ici pour Parisville, Fortiville, Sainte-Françoise, etc. Et dans la prochaine diapo, vous allez voir apparaître plein de lignes. Ce sont des levées sismiques que les compagnies pétrolières et gazières ont effectuées au cours du temps pour essayer de bien comprendre la géologie du sous-sol et justement être en mesure de savoir quelles sont les couches de roches qui sont alignées les unes au-dessus des autres. Donc, présentement, là, quand je présente ici une étoile, c'est l'endroit où nous sommes présentement, donc à Parisville. Donc, on peut voir que le territoire est bien connu. Et si le territoire est bien connu, évidemment, le risque est plus grand que les compagnies viennent visiter, explorer et éventuellement exploiter. Si on regarde les anciens puits d'hydrocarbures, à Fortiville, il y en a quelques-uns. À Parisville, il n'y en a pas. Il y en a d'autres ici à Sainte-Cécile, à Sainte-Françoise, évidemment, le Terre-Ville, il y en a plusieurs. Et les permis d'exploration, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, tous les permis, ici on voit les limites avec les barres mauves, là, ce sont des zones, comme ici, ce sont des zones de différentes compagnies, mais ici, les noms des permis sont indiqués là. Et si on regarde Parisville, c'est sous le permis PG 965. PG pour pétrole et gaz. Donc, tout le territoire de Parisville, de 36 km², à peu de choses près, tout le territoire est sous permis. Ce que ça signifie, c'est que la compagnie qui détient les droits sur le sous-sol peut forer à n'importe quel endroit à Parisville. C'est d'un seul tenant. Le permis, il est octroyé le 6 mai 2008. Il appartient à la compagnie Repsol avec co-titulaire Talisman. C'est un peu étonnant parce que finalement, ce qu'on voyait, nous, c'est que Talisman avait été racheté par Repsol, mais peut-être qu'il y a encore les deux entités subsistent encore, j'en sais trop rien, c'est des détails un peu plus d'ordre financier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la superficie du permis, 204 km². Donc, c'est Parisville et d'autres localités limitrophes. Et juste pour que vous voyez un peu, on est dans une zone où ce qui effleure à la surface, ici on est à Parisville, c'est du shale. C'est pas du shale de l'Utica. Le shale de l'Utica est un petit peu plus au nord. C'est du shale de Nicolet. Et on retrouve du calcaire à proximité, d'autres shales, etc. Et la séquence des roches, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, en faisant des levées sismiques, on peut voir qu'au début, on a des shales rouges, comme la formation de Bécancour. Ensuite, on a des shales de Lorraine, on a le shale de l'Utica, des calcaires par après, des dolomies, des grès, et là, on arrive dans ce qu'on appelle le socle du Précambrien, qui est les roches anciennes. Donc, et là, vous voyez des petits cercles, là. C'est des endroits où on peut retrouver du gaz ou du pétrole. Donc, on peut en retrouver autant dans les schistes ou les shales que dans les calcaires, les dolomies, et bien les grès, ça peut arriver.
Donc, si on regarde dans le gaz de schiste, parce que là, il y a eu comme une importance qui a été donnée au gaz de schiste par les différents ministères, par l'industrie également, ils ont tracé comme une limite où on retrouve du shale de l'Utica, du schiste de l'Utica, soit en profondeur ou soit près de la surface. Évidemment, plus qu'on se rapproche de la rive nord, comme moi, Trois-Rivières, le shale de l'Utica, il est peu profond. Mais au fur et à mesure qu'on se déplace vers le sud et vers l'est, le shale est de plus en plus profond. Donc, si on regarde la zone où nous sommes présentement, le puits de gaz de schiste le plus proche, c'est le puits 279, c'est le puits de Fortierville. C'est un puits qui a été foré, mais qui n'a pas été fracturé. Et la distinction est importante. On peut forer des puits, comme les anciens puits, de manière conventionnelle, mais lorsqu'on fracture un puits, les conséquences sont vraiment plus importantes. Si on regarde maintenant du côté minier, parce que ce que je vous ai présenté, là, c'est ce qui concerne l'exploration de gaz et de pétrole. Pour le côté minier, on est toujours ici, là, c'est une vue satellitaire. On a Parisville, Fortierville est ici, et là, il y a des chaillons un petit peu plus au-dessus de la photo ici. Là, on voit apparaître des lignes noires. Peut-être qu'on les distingue un peu plus, pas très bien, mais ce sont des failles géologiques à différentes profondeurs, de différentes largeurs, si on peut dire, mais c'est quand même intéressant de les localiser parce que s'il y a un tremblement de terre, évidemment, ces failles-là, c'est à ces endroits-là que l'énergie va se dissiper, c'est à ces endroits-là que les effets pourraient être les plus grands. Évidemment, il faut bien se rendre compte qu'il y a des effets en profondeur qui peuvent se propager à la surface de façon complexe. Je veux juste vous mentionner qu'il existe, près de Parisville, des failles, et il y en a encore probablement beaucoup d'autres, de plus petite ampleur, qu'on ne connaît pas. Si maintenant on regarde, excusez, on va avancer. Il y a des zones qui, d'après la loi sur les mines, sont reconnues comme étant des zones de contrainte, c'est des zones d'exclusion. C'est des zones qui ne sont plus du domaine minier. Les compagnies minières ne peuvent pas aller à Parisville. Ici, c'est Parisville, l'étoile. Même chose ici pour Fortierville. Toute la zone urbanisée, où on retrouve un grand nombre de maisons, c'est des zones où les minières ne peuvent pas accéder au territoire, ne peuvent pas accéder au sous-sol, à cause de la réforme de la loi des mines de 2013 de Mme Martine Ouellette. Ici, on voit aussi une autre zone en rouge. C'est une zone où il y a une ligne hydroélectrique importante, qui est la ligne Artel des Cantons. Dans cette zone-là, les compagnies minières ne peuvent pas non plus aller faire de l'exploration. Donc, ça, c'est des zones où ils ne peuvent pas. Il y a des zones qu'on appelle des contraintes mineures, comme ici, souvent ce sont des zones de villégiature, où les compagnies minières peuvent explorer, mais sous certaines conditions. Donc, dans la région, il y en a peu. Il y en a quelques-unes, il y en a sur le bord du fleuve, etc., mais il y en a peu. Disons que, grosso modo, les compagnies minières peuvent aller pratiquement partout où il y a des terres agricoles, mais ils ne peuvent pas aller dans ce qu'on appelle les noyaux villageois. Pour ce qui est des titres miniers, les titres miniers, c'est des compagnies qui sont intéressées à faire l'exploration, et bien, il n'y en a pas. Vous êtes chanceux parce qu'habituellement, quand je donne mes présentations dans d'autres localités, il y en a vraiment proches, là, mais ici, il n'y en a pas. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Si on regarde maintenant la situation des sources d'eau, vous avez des puits, en tout cas certains d'entre vous avaient peut-être des puits. Dans une banque au ministère de l'Environnement, il y a moyen de les localiser sur une carte, et on les voit ici là, en bleu. Là. Ce sont des puits d'eau potable de différentes profondeurs, entre 30 et 90 mètres en ce qui concerne ici le territoire. C'est là où les gens s'approvisionnent en eau, que ce soit pour leurs besoins de la maisonnée ou pour leurs besoins parce qu'ils ont une ferme, etc. Donc, il y en aurait, je crois qu'il y en a 17, je l'ai mentionné sur la
précédait 18. Donc, il y en a aussi à proximité, mais ça, je les ai faites juste pour la localité de Paris-Ville. Une autre carte que je vous présente, c'est une carte des Ressources naturelles Canada, où on voit tous les cours d'eau, puis on voit les écoulements des cours d'eau sur Terre. C'est pas en dessous de la Terre, c'est pas des rivières souterraines, c'est juste pour vous signaler qu'il y a des fossés, etc. Évidemment, il y en a certains qui descendent vers le bas du plan, d'autres qui vont vers le fleuve, etc. Mais c'est pour vous signaler aussi qu'il y a des routes, et puis il y a des... ici, vous voyez, il y a comme une ligne en tireté, là, en trait, là. Ça, c'est une ligne hydroélectrique ou un pipeline, ou les deux. Ce sont des emprises énergétiques, qu'on appelle. Donc, ça, c'est toujours intéressant de les localiser, de les avoir bien dans la tête, parce qu'évidemment, il y a des risques associés au passage de ces lignes énergétiques-là. Ça peut être, évidemment, on l'a vu dernièrement, quand il y a l'oléoduc du côté de Chaudière-Appalaches, près de Lévis, quand ça passe sous une emprise hydroélectrique, bien, ça a tendance à se corroder plus rapidement. Mais il y a d'autres risques, évidemment. Un gazoduc peut exploser, ou etc. Évidemment, on est habitué avec les pylônes, là, mais il y a quand même des effets possibles sur la santé pour les personnes qui restent très près des lignes hydroélectriques. Donc, c'est juste pour vous signaler que c'est important, si vous êtes bien à Paris-Ville ou à proximité, de bien connaître votre territoire pour bien le protéger. En ce qui concerne le règlement un peu de la protection de l'eau, c'est qu'on présume, là je vous fais un dessin d'un puits, donc en profondeur, on s'enfonce dans la terre à la verticale, ensuite on courbe et puis on s'en va à l'horizontale, et par après on fracture la roche pour recueillir le gaz et le pétrole qui sont emprisonnés dans la roche à ce niveau-là. Les compagnies présentent ça toujours d'une belle façon, où on voit qu'on est très profond, à 4 km de profondeur. La réalité est tout autre. Comme ici au Québec, à Champlain, Champlain c'est sur la rive nord, en face pratiquement, eh bien on peut voir qu'il y a un puits qui descend à la verticale, et ensuite ça courbe, ça remonte un peu, et on arrive à 600 mètres de la surface. Donc on n'est pas à des kilomètres, mais à quelques centaines de mètres. Et c'est important parce que quand on fracture la roche, on peut la fracturer sur des centaines de mètres. Et même parfois, on a pu voir dans certains cas à 1 kilomètre. Donc, si on fracture et on atteint la nappe phréatique, eh bien, il y a des risques importants pour nos sources d'eau potable, évidemment. Donc, c'est l'exemple pour Champlain, je passe vite. Prochain exemple, c'est celui de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, sur la rive nord. Bien là, elle dit, la compagnie, qu'elle n'a pas creusé très profondément, elle a creusé entre 450 et 475 mètres. Donc, ça aussi, c'est un puits qui a été fracturé, etc., comme celui de Champlain. Donc, il faut quand même noter que quand les compagnies nous disent « Ouais, on fore sur des kilomètres », oui, mais ce qui compte, c'est la profondeur réelle par rapport au niveau de la surface du sol. Parce qu'on peut forer à des kilomètres, et puis il peut s'étendre sur des kilomètres, mais à l'horizontale. Donc, c'est très important que vous vous en rendiez compte. En 2013, le ministre de l'Environnement de l'époque avait projeté une loi sur l'eau potable et disait qu'il faut qu'il y ait une distance minimale de 300 mètres entre le puits d'eau potable et puis le puits de gaz ou de pétrole. Et il y a des géologues français qui ont fait des analyses et qui ont regardé dans certaines localités près de Paris, c'est quoi l'importance de cette distance de séparation-là entre les puits d'eau potable et puis les puits de gaz. Évidemment, si on permet, si on le permet une distance de 400 mètres, donc tantôt je voulais parler de 300 pour M. le ministre Blanchette, ici on est à 400 mètres, on peut voir que les puits de gaz, là, ou de pétrole, on peut en développer beaucoup sur le territoire de la municipalité. Tout ce qui est en jaune, là, ce sont des zones du sous-sol qui sont comme drainées, qui sont exploitées par des compagnies en respectant le règlement, s'il y avait ce règlement-là. Si le règlement, au lieu d'être de 400 mètres, il est d'1 kilomètre,
Donc, il faut qu'il y ait 1 kilomètre de distance de séparation entre le puits d'eau et puis le puits de gaz. Et bien là, on voit que sur toute la municipalité, ici c'était pour Jouarre, on voit qu'il n'y a pas de possibilité. La compagnie ou les compagnies gazières qui sont titulaires des permis d'exploration, et là, ils se retrouvent dans une situation où c'est difficile là, de forer. Ils sont obligés de forer ailleurs dans d'autres municipalités. M. Hurtel, en 2014, quelques mois après l'accession au pouvoir du Parti libéral, le gouvernement Couillard, eh bien, lui, il a fait un règlement de la protection de l'eau, un prélèvement des eaux et leur protection, plutôt, et il a fixé la distance séparatrice à 500 mètres. Donc, si vous êtes sur un puits d'eau, vous ne pouvez pas, sur 500 mètres, avoir un forage de puits de gaz. Donc, c'est la distance sécuritaire que lui a jugé bon. Je fais partie d'un groupe de scientifiques qui remet en question ces distances-là, qui nous semblent insuffisantes. Et il y a une deuxième distance séparatrice, qui est la distance séparatrice à la verticale. Donc, entre les nappes phréatiques, là où on puise notre eau, je vais parler de quelques dizaines de mètres tout à l'heure, et là où on retrouve le puits, qui est peut-être à l'horizontale, il doit avoir une distance minimale de 400 mètres. Ça aussi, ça nous apparaît insuffisant.